Voilà, donc bonjour, welcome to everybody for the second session of the Student Tribunal for International Dispute Settlement. Thank you all for coming. I'm just going to take a few minutes to explain the original idea of the Student Tribunal. I'll switch from French to English because, as you know, today we're going to have a bilingual session where people speak both French and English. I'll explain quickly the tribunal, and then I'll let the tribunal enter. So the original idea of the Student Tribunal for International Dispute Settlement was originally developed by Olivier Courtenne 2 years ago for the 50th anniversary of our research center. The idea was twofold. First, it was to reverse the classic exercise of international law, which consists in pleadings from students towards professors of international law, and then the professors are the one judging. The idea here is the reverse, is professors of international law will plead in front of students, and those students will finally draft the judgment regarding a special case. So the first idea was to reverse the classic teaching exercise of international law. The second idea was to provide some kind of forums for conflicts that are not usually that have not any judicial body to take care of them. So last year, as you know, Vaios Koutroulis organized the first student tribunal for international dispute settlement regarding the conflict of the Falklands, les Malouines, de las Malvinas. If you want to know what happened, please consult our website and you will find the final judgment. This year, we're going to work on the problem and the conflict of Tibet, as you all know. Alors, chaque année, en réalité, nous contactons les responsables des différentes parties au conflit. L'année passée, donc, nous avons contacté l'Angleterre et l'Argentine. Cette année, nous avons contacté les responsables chinois et tibétains présents à Bruxelles pour voir s'ils souhaitaient participer à la procédure d'une manière ou d'une autre, soit en fournissant des représentants officiels qui viendraient représenter leur État directement, soit d'une toute autre manière pour contribuer à nos débats. Cette année, donc, nous avons contacté la Chine et le Tibet. La Chine n'a pas répondu à nos différents courriers sur le sujet. Le bureau du Tibet, par contre, nous a fourni certains documents et nous a aidés dans l'organisation de cet événement. Et donc, nous les en remercions, même s'ils ne sont pas là en tant que représentants étatiques, en tant que tels pour défendre leur pays. Donc, nous avons une collaboration en termes, en tout cas, documentaires. Which directly brings me to the topic at hand today. Today we are welcoming two very distinguished professors of international law, and I'll start in order of appearance. On my right, we have José Elias Esteve Molto. José Elias Esteve Molto is professor of international law at la Universidad de Valencia in Spain. He's known not only for his academic work on Tibet, but also for his practical involvement in some litigation that are currently occurring in Spain regarding Tibet and essentially the problems of war crimes and human rights in Tibet. So he's involved both academically and as a litigator. So we thank him very much for joining us today. He's going to defend Tibet. He's going to plead in English. À ma gauche, nous avons donc Géraldine Giraudot. Géraldine est professeure de droit international à l'université Perpignan-Domitia en France. Elle est spécialiste des questions territoriales. Elle vient de publier sa thèse intitulée « Le juge international et le règlement transactionnel des différents territoriaux », c'est-à-dire si elle est donc tout à fait indiquée pour nous parler du sujet aujourd'hui. Elle a gentiment accepté de défendre le point de vue de la Chine aujourd'hui, donc nous l'en remercions vivement. Le débat qui a lieu aujourd'hui est donc un débat académique où chaque partie a accepté de jouer le jeu et de défendre de manière le plus convaincante possible les arguments de chaque partie. Donc je remercie vraiment les deux parties aujourd'hui de s'être prêtées à l'exercice et de venir défendre tout cela devant nous. In a few moments, the tribunal will enter. I invite you to behave accordingly, which means
first, if you can turn off your cell phones to be sure that it's not making any noise, because as you see, we are recorded and it will be put online next week. So turn off your cell phone, and please, if you have to move, do it accordingly, as if the tribunal was indeed in session, which it is. Je voudrais aussi terminer par remercier l'ensemble des membres du Centre de droit international, la faculté de droit et l'Université libre de Bruxelles qui nous permettent d'organiser cet événement aujourd'hui. J'insiste en particulier sur le fait que le Centre de droit international est une organisation essentiellement collaborative. Donc, chaque événement qui est organisé par le Centre l'est organisé d'une manière ou d'une autre par l'ensemble de ses membres, du plus petit problème administratif au problème le plus conceptuel. Tout le monde participe, et donc si aujourd'hui je suis le seul à parler, en réalité, c'est, j'espère, par ma bouche que s'expriment tous les membres du Centre pour vous remercier d'être là, pour rendre cet événement aujourd'hui possible. Voilà, le tribunal va maintenant entrer en session. Je vais les faire rentrer par la porte ici. Ils vous expliqueront au début de la session comment va se dérouler exactement le procédé et les plaidoiries. Nous aurons une petite pause entre les plaidoiries principales et les répliques et dupliques des parties. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et je vous invite maintenant à accueillir le tribunal. S'il vous plaît, veuillez vous lever pour le tribunal étudiant de règlement des différends internationaux. Ce tribunal arbitral est aujourd'hui réuni pour attendre les plaidoiries des parties dans cette affaire concernant le statut du peuple et du territoire du Tibet en droit international et qui oppose le gouvernement de la République populaire de Chine et le territoire du Tibet. Le tribunal exerce aujourd'hui sa compétence proprio motu en vertu de l'article 44 de son statut afin d'examiner la situation du peuple et du territoire du Tibet au regard du droit international. Conformément à l'article 45 de son statut, le tribunal a commandé au greffier d'en informer les parties afin qu'elles puissent, si elles le souhaitent, présenter leurs observations orales au tribunal. Suite à cela, le bureau du Tibet a nommé M. José Elias Esteve Molto, l'ambassade de la République populaire de Chine à Bruxelles et la représentation de la République populaire de Chine à l'Union européenne n'ont pas souhaité réagir. En application de l'article 33 de son statut, le tribunal a procédé à la désignation d'un représentant d'office en la personne de Mme Géraldine Géraudot. Les parties présenteront successivement leurs arguments concernant deux principales questions. Première question, quel est le statut du territoire tibétain selon le droit international? Deuxième question, le droit international accorde-t-il à la population tibétaine des protections particulières? Le Tibet présentera premièrement ses arguments, suivis de ceux de la République populaire de Chine. Chaque plaidoirie, dont la durée sera fixée à 30 minutes, sera suivie d'une séance de questions. Le tribunal posera toute question qui leur semblera nécessaire et leurs conseils auront 10 minutes pour y répondre. Au terme de ces plaidoiries, nous effectuerons une courte pause avant d'entendre les répliques et dupliques des deux parties. Répliques et dupliques qui dureront 15 minutes. Nous pouvons à présent commencer. C'est donc au Tibet de présenter ses arguments et je donne la parole à son conseil, M. José Elias Esteve Molto. You have the floor, sir. Well, Mrs. President and members of this tribunal, it is an honor and a privilege to appear before you and represent the interests of the Tibetan people. I feel very satisfied that this tribunal is going to be considered the forgotten case of Tibet, the controversy of the status, and also the human rights violations of all Tibetan people. I would like to mention that it is almost impossible to cover and defend the Tibet position in such a short session,
But in any case, I will try to present you the main lines regarding the status of Tibet and international law to be applied. And I will also have to make some references to relevant facts to this controversy, just to distinguish, as we are going to see them, from the Chinese persistent propaganda. Well, first of all, let me go directly. Let me go directly to the first question, the status of Tibet, and we'll go into 4 sections that I will try to explain you. The point of view of the Tibet, of the historical status, the situation of Tibet as a sovereign state on the critical date, 1950, the controversial of the signature of the 7-point agreement, and finally I will make some references to the Tibetan people's right to self-determination. Well, regarding the historical status of Tibet, China affirms that it has an historical title over Tibet since many centuries ago. But if we review carefully the historical facts, we can arrive to the opposite conclusion. And in fact, Tibet, since the very beginning, since the 18th century, at that time was the most powerful nation in Asia, if we can talk about a nation. In fact, Tibetan troops invaded the capital of the Chinese Tang dynasty and made the Chinese king pay tribute to the Tibetan one. And this conflict was resolved with a peace treaty which established indeed the borders between China and Tibet. It's a peace treaty from 1830. Later on, in the 13th century, Tibet, during the Yuan dynasty, was administered separately by the Mongols through local Tibetan rulers, in contrast to the 12 provinces of China, which Mongols ruled directly. Well, the relationship between Tibet and the Mongols was a unique priest-patron relationship, as you have here, that it is known as a Choyon relationship. Well, Tibet received protection from the Buddhist Mongol emperors, and in return for spiritual guidance from the ruling lamas of Tibet. During the Chinese Ming dynasty, emperors from Beijing exercised no effective control over Tibetan affairs or over the successive changes in the Tibetan government. And later on, during the Qing dynasty, the Dalai Lamas and the Manchu emperors reestablished the Choyon relationship, and during the 18th century, the emperor's protection was, we have to recognize, invoked 4 times under this relationship. But according to the same Chinese imperial archives, the list of vassal states that paid tribute to China included, in addition to Tibet at that time, its neighbors as Korea, Thailand, Laos, Burma, and the Mongol states. At that time, Beijing representatives in Lhasa, the Ambans, initially also served as liaisons to the emperor. But in any case, the Qing emperors stopped providing any protection to the Tibetan people that was their side of the Choyon relationship, and effectively ended it. And for instance, there is a clear example. In 1855, a Nepali Gurkha invasion caused a conflict between Nepal and Tibet. And Manchu Empire did not interfere in favor of Tibet. And this war ended with a bilateral treaty among Tibet and Nepal in 1856. And this treaty was invoked a century later by the Himalayan kingdom as a proof
of its statehood when he applied for the entrance to the United Nations. Well, you have here, we have no time to go into every treaty that was signed by Tibet during all these centuries, but here you have a list of some of them, and maybe then in the reply, we have some more time, I will discuss some of them. And here also you can situate Tibet in the Asian map, and this map was drafted by the British representative in the capital of Tibet, Lhasa, Sir Charles Bell, at the beginning of the 20th century. And it has appeared in many documents that were used by the British diplomats. Well, going to the sovereignty state of Tibet in the critical date, I have to make before some mentions to the precedents to bring to that situation. The relationship between Tibet and China changed radically in 1910 when Manchu troops invaded Tibet and claimed also the territories of Nepal and Bhutan. Well, this Manchu invasion meant obviously an end to the protector-state relationship, as with the military occupation of Tibet, and the Empress of Beijing had infringed its obligations. And the Chinese government also did not stop these sovereignty rights for over another territories. But in any case, just 2 years later, the excesses committed by the imperial troops against the Tibetan population provoked finally a general attack in which Chinese authority in Tibet was overthrown. And this enabled to the 13th Dalai Lama to return to his country from the exile. He was in Sikkim. Through the mediation of Nepal, a treaty, as you have here, was signed between China and Tibet, a treaty signed on 12 August 1912. This three-point agreement called for the handing over of all weapons and ammunition in the possession of the Manchu troops to the Tibetan government. This was the point 1 of this treaty, and also claimed the withdrawal of Chinese officials and troops from Tibet within 15 days with a Tibetan escort. And so it happened. When the 13th Dalai Lama arrived back to Tibet, publicly proclaimed Tibet's independence. He reaffirmed Tibet's status as an independent state and ordered this proclamation to be repeated in all Tibet's districts. In this case, regarding this document, Professor Surya Sharma published in the American Journal of International Law that this declaration of independence was similar to the one proclaimed by Bulgaria in 1908 to put an end to the continued occupation by the Turkish Empire. Further proof of sovereign claims, not only by the government of Tibet, but also by that of Mongolia, was the conclusion of a treaty between both these states on 18 January 1913. In Articles 1 and 2 of this treaty, Tibet and Mongolia recognize each other as independent states. Well, after China, worried by, we can say, the loss of influence in Tibet and the conflict over frontiers, and overall fearing that Britain would try to negotiate directly with Tibet, as Russia had done with Mongolia not long before, the Chinese government himself, they proposed the start of negotiations regarding the Tibet. And in October 1913, representatives of Great Britain, Tibet and China met in Shimla, in India. And the three representatives, after examining each other's credentials, accepted each other as plenipotentiaries of their respective governments.
So this fact showed that Britain and China recognized the existence of the legal personality of the Tibetan state and its power to make treaties and take on international obligations. Finally, China did not accept the convention terms, as he mainly did not agree about the borders fixed by the treaty. But nevertheless, Britain and Tibet signed a declaration that the Shimla Convention was binding on both governments. And a further pact was also signed, in which the famous McMahon Line, that you can see here in a map that we'll display now, moved the border of British India from the Himalayas to the Himalayan heights and established what was called the Northeast Frontier Agency. Today, this area that you see at the east of the Himalayas with red, this area constitutes the Indian state of Arunachal Pradesh, which is still disputed by India and China and has already led to one war between them. The territorial Tibetan concessions were given in exchange of British diplomatic support and weapons in the case of Chinese aggression. Here you have also, you can see the main document and the agreement reached by the both plenipotentiaries with the stamp of both governments and signatures of these representatives. This is a copy of the original text. But I would like also to mention you that at this moment we have to invoke the estoppel to this case. And the estoppel to this case leads to what the Romans called nemo potest venire contra factum proprium. By this rule, Britain and its successor, India, were forbidden from behaving in a contradictory manner. Thus, they could not claim to maintain possession of Arunachal Pradesh while at the same time recognize Chinese sovereignty of Tibet. So it should be applied estoppel to these facts, as it was done in the case before the International Court of Justice, in the case of the Temple of Preah Vihar, Cambodia versus Thailand of 15 June 1962. Here you have. On the other hand, however, several states of the international community also accepted de facto situation that arose in Shimla, and the specific acquiescence by Russia and the tacit acquiescence by the neighboring Himalayan states of Nepal, Bhutan, and Sikkim, and even the United States also gave rise to this estoppel. Many countries had direct relations with Tibet up until Communist Chinese invasion of Tibet. And they also recognize, all these countries, the neutrality of Tibet during World War II, whilst its Chinese neighbor fought the Japanese with British support from India. Furthermore, United States and many European countries accepted Tibetan passports during all these years. Well, paraphrasing the International Court of Justice in its ruling in the case of the Anglo-Norwegian fisheries in 1951, the notoriety of the facts, the general toleration of the international community lead to estoppel. And in our case, the international community silence regarding this situation and regarding the clear de facto independence of Tibet lead to estoppel, as qui tacet cum loqui potuit debuit consintere videtur, as it mentioned the International Court of Justice. And once again, the acts themselves were contradicted when in the United Nations several countries invoked ignorance regarding Tibet's legal status. And this silence is what left
the door open to Chinese aggression. Well, the Stoppel by Silence, recognized in the fisheries case, considers as an aspect of the same all forms of tacit acquiescence. Well, the main argument here that we have and we present you is what it was reached by the International Commission of Jurists in his report in 1960, and they conclude clearly that from 1913 to 1950, Tibet existed as a state, according, I quote, to what is generally accepted in public international law. In 1950, there was a population, a territory, and a government that exercised its functions in said territory and managed its own internal affairs without foreign interference. They continue saying, from 1913 to 1950, Tibet's international relations were exercised exclusively by the Tibetan government. And the official documents of the countries which Tibet had international relations show that they consider it a sovereign state. Well, in the ruling of 4th April 1928, in the case of Palmas Islands, United States versus Holland, the Swiss judge Max Huber declared that sovereignty is the right to exercise state functions in said place to the exclusion of any other state. So did China exercise any state function in Tibet in 1950? In fact, there is enough evidence to prove that at that time there was a Tibetan government ad intra and ad extra. And we have to distinguish these facts from propaganda. Well, just to mention very briefly, the theocratic government of Tibet was ruled, as you know, by the Dalai Lamas with the assistance of a cabinet of ministers and National Assembly. And the government of Tibet at that time maintained an extensive civil service, a small army, a system of taxation, a currency, and a postal and telegraph service. And here you have several examples. You have here stamps from that time, banknotes, and even you have also an example of one Tibetan passport with the different stamps from several countries around the world. But also relations among Tibetans were controlled not by China, but through their own judicial Tibetan system. Also, it is need to mention that there was a Tibetan Foreign Office that was set up, and the British, Nepalese, and Chinese representatives in Lhasa were informed that any matter they wished to discuss with the Tibetan government should be through this Foreign Office, and so it was. Well, after then, just few words about the Tibetan government ad extra that we have already mentioned. Tibet was unable to enter into international relations, and it did enter into such relations repeatedly before 1950. We have mentioned several treaties signed by them, and some of these treaties have been invoked before the United Nations. Well, let's pass now to the very controversial 17-point agreement. But before examining the 17-point agreement, just to remark the fact to the tribunal that on 7th October 1950, 40,000 soldiers of the People's Liberation Army launched a large-scale military attack on different points along Tibet's eastern frontier. And the same day, Beijing announced its military support to Korea. Well, the Tibetan government denounced the aggression before the United Nations, but finally, in the General Assembly, Tibet did not find the needed support. And with the withdrawal of all international support, a Tibetan delegation was sent to Beijing to find a peaceful solution to the conflict.
about that agreement that was signed in Beijing in 1951, we have to question the legal validity of this agreement. And first of all, we have to remark that the consent was given under coercion and was neither officially signed nor ratified by the Dalai Lama and his government. And any display of approval of Chinese authority in Tibet was due just to the presence of the People's Liberation Army. And also, despite the Dalai Lama's apparent acceptance of this treaty, in a directive of the Communist Party Central Committee, Mao himself referred to the reluctance of the Dalai Lama and his government to accept and carry out the agreement. And as you may know, the Dalai Lama himself, soon after arrival in exile in Mussoorie, India, in 1959, denounced the agreement. Second key point about this 17-point agreement that could arrive is refer if Vienna Convention on Law of Treaties can be applied retroactively to this 17-point agreement. And regarding this matter, we would like to invoke the International Court of Justice in the case of the competence regarding fisheries of 2nd February 1973, that it declared along these lines that there can be little doubt, as it implied in the Charter of the United Nations and also after recognizing the Article 52 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, that under contemporary international law, an agreement concluded under the threat or use of force is void, completely void. And in the same terms have referred, and we don't have the time to go into different reports of the Commission of International Law. So, the nullity of this treaty cannot be sought in the public denunciation issued by the Dalai Lama years later in India, as its legal ineffectiveness is ab initio. The partial execution of the measures in this pact does not prevent the application of the so-called resource restitution ad pristinum, whereby the legal situation of the state of Tibet should be reestablished to the moment before the use of force by China and the signature of this agreement. I would like also to refer to the works of the previous president of International Court of Justice, Jiménez de Arechaga. He concluded in one of his reports that if a treaty has been obtained by means of coercion, it is not possible to validate the treaty by means of the victim's state's renunciation or behavior. Moreover, not only the victim state, but any other state may at any time invoke the nullity of the treaty obtained by the use of force. So the question that it arises now is, where can we find the validity of incorporating Tibet into China? Which are the main grounds for this title, Chinese title of sovereignty of Tibet, as they claim? So, just to remember, classic international law indicated, as you know, tribunal, that there are different ways in which acquisition of a territory could occur, and we are going briefly to review them. The so-called original methods were those of acquisition of a terra nullius and the effective exercise of ownership of a territory from a historical origin. Obviously, the first process, terra nullius, is not applicable to Tibet. And the second method, it has already here remarked that sovereign authority never ceased to exist in the case of the Dalai Lama's governments. And this fact became more evident and better known after the events happened in Tibet after 1912.
And also, we have to analyze the derivative methods involving the transfer of a territory from one state to another. That includes the case of cession, conquest, and prescription. Regarding the cession case, that of renouncing sovereignty of a territory, this was the method that China attempted with the 7-point agreement, but its legal validity has already been questioned. The other way, the conquest, is clear that it's not a valid method since the Bryan-Kellogg Pact and since the UN Charter, because the prohibition of use of force, it has been remarked in many resolutions by International Court of Justice in the case of the military and paramilitary activities in and against Nicaragua in 1986, confirmed that this is a jus cogens, this prohibition of the use of force. But also, and this is a clear precedent for China, the military court for the Far East, when it was set up in Tokyo, its hearings punished the international crimes of aggression. And the president of the China's Supreme Court, Chun Yu, declared in that court that aggression is now in international law one of the most serious crimes committed by war criminals. He said, aggression is the biggest crime, and all those who take part in this crime should be indicted and punished as Class A war criminals. So not accepting the use of force as valid method to acquire a territory, the only remaining question to be clarified is that of acquisitive prescription, which seems to be the legal argument followed by different states in the international community in persisting to recognize Tibet as an autonomous region of China. Well, according to this concept, a territory becomes part of the sovereignty of another by the effective exercise of state functions. But however, in order for acquisitive prescription to be admitted, there must be good faith and also an absence of any form of protest. So the exercising state competencies should not only be continuous and over a long period of time, but as international doctrine and jurisprudence have shown in the cases, for example, El Chamizal or Las Palmas Island, it is crucial that there is an absence of protest. So, for example, as the doctrine, Ferdros and other scholars, Remiro Brotons, have referred to acquisitive prescription, they have said that the effectiveness should not be confused with legitimacy. And it is an error to think, this was mentioned by Ferdros, it is an error to think that all effective lordship exercised animi domini gives rise to territorial sovereignty over the occupied territory, evidently confusing the effective exercise of territorial supremacy founded in the legal system of the occupier with the right to territorial sovereignty founded in international law. But by peaceful possession, it's understood to mean not only the consent of the former state, but also peaceful and quiet possession can only be considered to exist when the population in question has accepted the new domination. And at this conclusion has arrived several scholars, Ferdros, Rousseau, Remiro Brotons, and many others. So the peaceful protests and demonstrations against Chinese domination since the very beginning by the Tibetan people and that have spread in last years, and which the Communist Chinese Party insists on repressing with the use of force and the systematic violation of human rights, offers a good example of the sentiments of these people towards the authority imposed on them. So from all the above, the Beijing government's sovereign aspirations over Tibet do not have any valid legal foundation. Just a few words about
the Tibetan people's right to self-determination. And with this, I will conclude because I think time is running out. I will leave for the reply another questions related to the international law on overall human rights conventions applies to Tibet. I would like just to say regarding the Tibetan people's right to self-determination that on January 1993, a conference of international... You have 5 minutes. I have 4 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ah, so I will profit these 5 minutes. I thought I was maybe running out of time. So on January 1993, a conference of international lawyers was held in London to discuss exclusively the case of Tibet. And when all the participants on this conference, and between these participants there were some scholars like James Crawford, Urs Hannum, Carl Joseph Parch, Richard Falk, Howard Berman, and many others. Finally, they conclude with what is known as the London Declaration. And they say that the Chinese occupation was contrary to the Tibetan people's right to self-determination. They said literally, no such act of self-determination has ever occurred. And it has been already recognized by different resolutions of the General Assembly of the United Nations. But they added, on the contrary, by reason of the act of aggression and military occupation of the Tibetan people's rights to the exercise of self-determination has been denied. Since the military action of 1950, Tibet has been under the alien occupation and domination of the People's Republic of China and has been administered with the characteristics of an oppressive colonial administration. And to the identical verdict have arrived in 1992 the Permanent People's Tribunal presided over by Professor François Rigaud, and lastly in 1997 by the report of the International Commission of Juries, and a member of which, Antonio Cassés, participated, have also asserted the Tibetan people's right to self-determination. We have there a copy of the report that we can present it to the members of the tribunal. Well, I'm going to the last question. The international law applied to Tibet. Well, irrespective of customary obligations and jus cogens, China is obligated by a number of international treaties that it has already ratified. And we have to remember this to the members of this tribunal. They have ratified the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Slavery Convention, Convention Against Torture, Convention on the Rights of the Child, Convention Against Discrimination in Education, and surprisingly also Convention on the Prevention of Punishment of the Crime of Genocide. Also, China was voted into the Human Rights Council in November 2013 for another 3-year term, and it is supposed that Council members have to be committed to promote and protect human rights globally and to implement their own human rights commitment. Well, we have also to invoke and to remark the transfer of Chinese population to Tibetan territory, because the transfer of civilians from the occupying state to the occupied state constitutes and violates the Article 49 of Geneva Convention. Well, this tribunal, even in this session today, can verify that all these conventions have been violated. Here today there are several Tibetan victims that can give you direct testimony about the torture and genocide committed in Tibet. And also you can take testimony to the president of the Comité Apoyo al Tibet, Alan Cantos, that is the main plaintiff before the Spanish court that has used universal jurisdiction to denounce the Chinese leaders for having committed international crimes against Tibetan people.
And there is no time to express all the facts and grounds of law. I would like just to mention, to finish. Time is over. You can explain more the two questions. Now we are going to ask you some questions. Okay. Et de ce pas, je passe la parole à Monsieur l'arbitre Nardine pour sa question. Thank you for your intervention. It's been really interesting. I have a question concerned that on a point that you touched upon, but very briefly, for reasons of time, of course. It is the role of the ambans. We all know that the ambans, these high commissioners from the Chinese government, were there in Tibet and supervised the local Tibetan government during the beginning of the 20th century until the end of the until 1911. So we would like to know more precisely what was their role, whether they could interfere more or less, and to what extent in the internal affairs of the Tibetan government. As you have mentioned, there were some representatives of the Emperor of China in Tibet, but we have to remark that all this representative was under the Choyong relationship. So, for example, when, the ambans wrote letters to the Emperor of China, was because previously there was a petition from the Dalai Lamas to receive some protection from the outside. And this has been recognized, and at that time, that's why Tibet pays some tribute to Beijing. But the thing is that the international relations, the signature of treaties during all this period, from centuries, of Tibet did not depend on the ambans. Directly, the Tibetan government signed the agreements with the Ladakhi kings, with Nepal, and with all their neighbors without demanding any permit to the Emperor of China or to the ambans there. So there is no connection, and there is no ground of law to say that there was a direct control of Tibetan external affairs regarding these ambans. And maybe this is a manipulation of the Chinese arguments. And in this sense, during all this period, I would like also to refer, that I didn't have any time, to another convention, that is the Shefu Convention of 1876. And this convention, it mentioned the role of these ambans and the role of China in Tibet. In this Shefu Convention, in which British Empire was granted permission to send missions to Tibet, and they say that China would provide the necessary passports, and the ambans in Lhasa will arrange everything to make this possible. All these arrangements and the stipulations of the Shefu Convention were never put into practice, because when the British mission went directly into Tibet, they were expelled directly in the frontiers. So the role of the ambans in the external affairs of Tibet, it makes no grounds. We will ask you all the questions and you will answer after. Je passe la parole à Madame l'arbitre Mako. Merci Madame la Présidente. So I will have two questions. My first question is regarding the critical date. If we consider the 1912 Dalai Lama Declaration as a declaration of independence, as you say, shouldn't we consider that it was a kind of protest against Chinese sovereignty? My second question is regarding the 1951 agreement. You refer to the fisheries jurisdiction case, in which the court established that a treaty concluded under threat or use of force is void. In the same case, the court also stated that a court cannot consider an accusation of this serious nature on the basis of a general charge. In this regard, to which extent the declaration of one party could be a sufficient proof of evidence, and do you have any other evidence to support your argument? Je passe la parole à Madame l'arbitre Maniou. My question is regarding the diplomatic relation maintained by Tibet with the states you mentioned.
can we consider that in this case Tibet is a state when only Nepal officially recognized? Thank you. Pour terminer, je passe la parole à Madame l'arbitre Bignon. Merci, Madame la Présidente. My question regarding the right to self-determination. You call Tibet a Chinese colony. However, Tibet is not in the UN list of non-self-governing territories. And can you consider Tibetan people as a people entitled to the right of self-determination regarding international law? Thank you. Il y a une autre question de Monsieur l'arbitre Maï. Merci en tout cas, Madame la Présidente. I would like to know whether Tibetans consider themselves as a minority according to international law, and if so, to what extent such position could be consistent with the claims concerning a right to self-determination. That's all, so you can go on. Well, I will try to give you an answer of all your questions. Well, regarding the first one, I guess it was in 1912. I don't remember exactly. It was about the Declaration of Independence. And what was the concrete question? Yeah, it was about the Declaration of Independence. Yeah. If we consider, as you say, that it was a Declaration of Independence, shouldn't we consider that it was also a protest against Chinese sovereignty and that it constitutes a critical date? Yeah. So it was not a protest. Indeed, it was a reivindication of the Dalai Lama's government, because since months ago, the Chinese Manchu troops of the emperor were occupying de facto military the Tibet. And in connection to this Declaration of Independence, there was a reaction of the new Republic of China, because there were the president of China in 1913 sent letters to the Tibetan government asking to join the new Republic of China. So in this sense, this Declaration of Independence make his effect, and after in the Shimla agreements was also invoked. I choose the critical date 1950 because there are more evidence to establish that at that time Tibet was a sovereign state, and also all these legal precedents and international law meetings, they have also picked this date to be considered the critical date, just before the use of force of China and the signature of the 7-point agreement. There was another question regarding the 7-point agreement. It was sorry? Regarding the 1951 agreement. Yeah. So you refer to the Dalai Lama Declaration of 1959. I just wanted to know if you can have more proof of evidence to show that the seriousness of the allegation regarding the use of force and threat of force. So one of the main evidences, in fact, is that it was a permanent conflict and battles between Tibetan army and Chinese troops from the very beginning until the last battle in 1959. And it was a conflict, a permanent conflict, first in the eastern borders, and there it was extended to the entire territory. So this proved that they are reluctant to accept that Tibet was going to transfer their sovereignty to China. And indeed, the Tibetan Foreign Office was working even years after that agreement of 1951. After all these years was abolished, but they were working also during all these years. And there was another question about the diplomatic relations and why only Nepal have expressly, publicly recognized Tibet as a state.
well, it has been not only before the United Nations, Nepal. And I have already mentioned Mongolia also have a treaty that it has recognized. We have to think that in the beginning of the 20th century, Tibet was a very isolated place that were behind the mountains, concentrated in their Buddhist practices, and they were not used to have many relations with many other states. But in fact, also, I have shown you that there is a big list of another states, Mongol states, Sikkim, and Bhutan, that also are recognized with different treaties that they were a state. And also a clear evidence is the Shimla agreements ratified by China, that it has, as you have seen, the McMahon line. So it is a very big controversy, and implicitly they are recognizing this transfer of this big territory to India, that Tibet have the capacity to be a state. So we can talk about express recognition and also about implicit recognition. And finally, what was the last question? If Tibet is a people regarding international law. No? My question was, is Tibetan people entitled to the right of self-determination because it's not on the UN list of non-self-governing territories? So can we consider it's a Chinese colony? Yeah, in fact, yeah, it's not, although he has received colonial treatment, and there is several proposals of the International Commission of Jurists, for example, to include Tibet in that list, but now at this very moment, and since many years ago, with all the blockade that we have in the United Nations, that no one state arrived to support Tibet, this cannot be done. But in fact, we have to mention that regarding that self-determination, that the Tibet situation is more related to the Baltic states that merely to a colonial precedent. And in this sense, the case of the Baltic states, I think we have to apply it to this Tibetan case. And I think this precedent acquires greater relevance due to the similarity of the occupation of Tibet. And while in the case of Tibet, the agreement between the occupying state and the occupied state was that 17-point agreement, in the case of the Baltic states, as you know, the 1939 Molotov-Ribbentrop Pact allowed this Soviet invasion. So in this sense, the declarations after of independence of Baltic states and the wishes of the people expressed in the 1991 referendums allowed the exercise of self-determination, that in no way the territorial integrity of the extinct Soviet Union. So being the restoration of a sovereignty that was suppressed by force like Tibet. So I think the compatibility of a state unity of China with self-determination of the Tibetan people was not questioned in the Baltic cases and should not be questioned also in this case of Tibet. I don't know if it remains anything. Yes. Yeah. Monsieur l'arbitre Tang, the question. Can you repeat your question? Yes, I just want to know whether the Tibetans consider themselves as a minority according to international law. The Tibetan people, if they consider themselves a minority. Yes. No, Tibetan people, they do not consider themselves a minority. They consider people as international law. So I don't know why I do not arrive to understand the point of your question. Because in you mentioned about the human rights violation of commit against a minority. So maybe I have mentioned in this list the treaties ratified on human rights by China, but of course that's a mistake of me. This is not to be applied to the case of Tibet.
So Tibet themselves, Tibetan people, they see themselves like a Tibetan people with the right of self-determination. Never, and they have always contested to the Chinese government, and they do not accept that they are a minority between inside the People's Republic of China. Thank you, sir. Je vais à présent passer la parole au Conseil de la République populaire de Chine, Madame Ge Ludo. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du tribunal, c'est pour moi un honneur de me présenter aujourd'hui devant vous afin de soumettre les arguments de la République de Chine. Le tribunal entendra, j'en suis sûre, qu'il n'est pas facile pour un État souverain de voir une telle ingérence dans ses affaires intérieures, mais c'est avec la confiance en la justice et la croyance en l'impartialité de votre formation que la Chine espère voir enfin reconnaître de façon non équivoque, publique et légalement motivée une évidence pourtant ici remise en cause, celle de l'appartenance indiscutable de la province tibétaine au territoire chinois et de la nationalité chinoise de ses habitants, citoyens à part entière de notre République démocratique. En guise de remarques préliminaires, je voudrais d'abord attirer l'attention de votre formation sur la nature tout à fait particulière de l'affaire qui vous est ici soumise, qui n'est pas un différend interétatique puisqu'il oppose un État souverain à des représentants non légitimes d'une région qui appartient au premier. Ce n'est pas non plus un différend territorial tel que nous avons l'habitude de les rencontrer. En réalité, même si la question de la compétence du tribunal n'est pas à l'ordre du jour et ne fera pas l'objet des débats, elle pourrait être remise en cause par la question de savoir s'il existe véritablement un différend au sens du droit international. Laissant cet aspect de côté pour l'occasion, il reste toutefois qu'il n'existe pas vraiment d'affaires comparables où l'on aurait demandé à un gouvernement de justifier de son titre territorial sur une partie de son territoire devant une juridiction internationale alors qu'aucun autre État souverain ne le revendique. Car c'est bien ici ce qu'on demande à la Chine. Il ne s'agit pas d'un différend frontalier où deux États souverains se disputeraient le tracé de la délimitation de leurs assiettes territoriales respectives, ni d'un conflit dit d'attribution où deux États se disputeraient la souveraineté sur un territoire. Non, ici, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les arbitres, des représentants autoproclamés de la région d'un État demandent à leur gouvernement central de justifier d'un titre juridique sur une partie de son propre territoire, tel le fruit rongé de l'intérieur. La Chine accepte malgré tout de répondre à cette tentative de déstabilisation, car il n'y a point de difficulté à la démonstration de la souveraineté chinoise sur la province tibétaine, et c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs à cet égard d'ores et déjà souligner la bonne foi qu'a montrée la Chine depuis des années à trouver une solution pacifique à ce problème, puisque des négociations diplomatiques ont été accordées avec les représentants du Dalai Lama depuis 1970. Afin d'étayer la thèse chinoise, c'est-à-dire qu'il existe un titre de souveraineté sur le Tibet, un titre originaire historique, mais aussi un titre conventionnel, qui sera, nous le verrons, confirmé par des effectivités. Je dois d'abord revenir brièvement sur la présentation du Tibet. Je montrerai ensuite que le Tibet a toujours été chinois et qu'il existe donc un titre originaire qui n'a jamais fait l'objet d'un transfert, que le Tibet relève aujourd'hui de la souveraineté chinoise au regard du droit international, puisqu'il existe un titre conventionnel très clair, sans ambiguïté, signé le 23 mai 1951, l'accord dit des 17 points,
Et je conforterai ensuite cet argument en montrant que le Tibet ne saurait avoir un autre statut que celui de partie du territoire chinois, puisque le droit à l'autodétermination des peuples ne s'applique pas au cas tibétain. Je soulignerai, et cela est important, que les tentatives d'atteinte à l'intégrité territoriale de la Chine sont bien sûr contraires au droit international. Enfin, je répondrai à la question de la protection des citoyens chinois de la province du Tibet en rappelant les mesures dont ils bénéficient de la part des autorités chinoises, au même titre que tous ces citoyens, mais aussi parce que des mesures spécifiques sont prises, d'autant que, grâce aux actions du gouvernement chinois, le développement du Tibet est spectaculaire, comme en attestent les chiffres tenant par exemple à l'économie, mais aussi à l'éducation. Voyons d'abord la présentation de la région chinoise du Tibet. En fonction de la constitution de la République populaire de Chine, le pays est divisé en provinces, régions autonomes et municipalités qui relèvent directement de l'autorité centrale. Actuellement, le pays compte 23 provinces et 5 régions autonomes, le Tibet étant une de ces régions qui sont signalées ici par la couleur orange plus soutenue. Le Tibet, en tant que partie intégrante de la Chine, partage depuis toujours le même sort avec la patrie et se développe de pair avec celle-ci. Le territoire chinois qui inclut le Tibet a fait l'objet par le passé d'agressions par les puissances occidentales et malgré ce risque de se voir partagé et démembré, après la fondation de la République populaire de Chine, grâce à la main ferme du gouvernement populaire central et grâce à la sollicitude particulière de ses membres, le Tibet a réalisé une libération pacifique et est passé d'une société de servage féodal théocratique à une société moderne, socialiste, de démocratie populaire grâce à la réforme démocratique, à la fondation de la région autonome, à l'édification socialiste et à l'ouverture vers l'extérieur. L'autonomie de la province du Tibet est assurée par les dispositions constitutionnelles relatives à ces régions autonomes, puisque le chapitre 3, section 4 de la Constitution, intitulé « Des organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale », en prévoit les modalités précisément dans ses articles 112 à 122. Tout d'abord, comme je l'indiquais, il existe un titre originaire chinois sur le Tibet. Une approche historique de la question nous amène en effet à observer que depuis plus de 700 ans, le gouvernement central de la Chine exerce la souveraineté sur le Tibet. Le Tibet n'a jamais été un pays indépendant, je le montrerai, et des millions de documents, voire d'objets, sont parfaitement conservés dans les archives de différentes parties du pays. Ces documents et objets historiques montrent que le Tibet est une partie intégrante de l'État chinois. Les ancêtres de ces habitants entretenaient avec l'ère chrétienne, avant l'ère chrétienne, des relations avec les Han qui vivaient dans les plaines centrales. Et durant une longue période, les nombreuses tribus dispersées sur le plateau du Tibet vinrent à s'unifier et devinrent l'actuelle ethnie tibétaine. Il est ici impossible, mon contradicteur l'a souligné, de faire état de l'ensemble des faits et des traités relatifs à ce déroulement historique. J'ai donc choisi de montrer quelques exemples sous certaines dynasties qui ont pu régner sur le territoire chinois. Alors d'abord, sous la dynastie des Tang, dès le 7e siècle, des unions matrimoniales et des alliances entre les familles royales des Tibétains et des Han ont permis d'établir des relations très étroites, des relations amicales, économiques et culturelles qui ont été autant de prémices à l'édification d'un pays complètement unifié.
un de ces exemples symptomatiques des faits unissant les peuples reste le fameux mariage de la princesse Wencheng, qui est ici représentée, de la dynastie des Tang, et qui a épousé en 641 le roi des Tubo, et qui statue, donc qui est aujourd'hui conservé au Potala, le musée le temple, pardonnez-moi, de Lhasa. Autre exemple parmi les nombreux objets que l'on pourrait montrer au service de notre développement, le monument de l'union entre les Tang et les Tubo, érigé en 823 pour marquer l'alliance entre eux, monument qui se dresse toujours sur l'esplanade du monastère de Jokkang et sur lequel on peut lire « L'oncle et le neveu sont convenus d'un commun accord que leurs pays ne font qu'un, qu'ils scellent un traité de grande union qui sera éternel et aura pour témoins les dieux et les mortels et sera toujours hautement apprécié par les générations à venir. » Sous les Yuan, au milieu du XIIIe siècle, le Tibet continue d'être officiellement incorporé au territoire chinois. Depuis cette date, nous le verrons, il a de toute façon toujours été sous juridiction des autorités centrales, malgré les changements de dynastie. Quelques exemples pour illustrer ce propos. L'établissement du Conseil des affaires politiques par l'empereur de la dynastie des Yuan, la création d'organes administratifs locaux, ils sont nombreux, ils concernent surtout les affaires militaires et politiques, ou encore l'envoi d'émissaires avec la création de postes relais. Sous la dynastie des Qing, qui remplace celle des Ming, l'autorité sur le Tibet est renforcée. Là encore, quelques exemples. La nomination du Dalai Lama et de ses fonctionnaires et de nombreux fonctionnaires par l'empereur de la dynastie. La promulgation de règlements, de nombreux règlements pour modifier et améliorer les systèmes anciens et en établir de nouveaux afin d'assurer un meilleur fonctionnement des organes administratifs du Tibet. En 1793, par exemple, un important texte sur les règlements administratifs du Tibet approuvé par Sa Majesté qui régissent de nombreux points, dont celui du rôle essentiel et incontournable du commissaire chinois au Tibet, par lequel, par exemple, passent toutes les affaires criminelles. Il faut déjà souligner à cette époque le contexte d'agression étrangère qui prévaut dès 1840, la présence des impérialistes britanniques, puisqu'à partir de la guerre de l'opium, la Chine est devenue un pays colonisé. Le peuple de toute la Chine a condamné avec véhémence les brutalités des impérialistes britanniques qui ont notamment recruté des sécessionnistes pro-impérialistes parmi les dirigeants du Tibet. Et c'est pourquoi on devra prendre en considération ces éléments à l'heure d'observer les traités qui auraient par exemple pu être signés avec la Grande-Bretagne, les cartes établies par la Grande-Bretagne ou encore l'entrée des troupes qui justement visaient à libérer le territoire de ces agresseurs. Enfin, pour compléter ce tableau jusqu'à la Chine actuelle, sous la République de Chine, je vais passer très rapidement, l'unité nationale continue d'inclure officiellement le Tibet grâce aux dispositions de sa constitution, de la loi organique de l'Assemblée nationale ou encore de la loi électorale des députés à l'Assemblée, promulguée le 10 août 1912 afin de constituer la première assemblée officielle de la République de Chine et qui prévoit explicitement les modalités de participation des électeurs tibétains. Là encore, de nombreux organes sont créés et des fonctionnaires, notamment des magistrats, nommés sur le territoire tibétain par les autorités centrales. Là encore, évidemment, il faudra prendre en compte le contexte de l'oppression étrangère. La Grande-Bretagne, cela a été explicitement dit, a offert à l'autorité locale du Tibet des armes et des munitions en grande quantité afin de déstabiliser le pays et de fomenter l'agression de l'armée tibétaine vers l'Est. Elle a suscité la rébellion armée des jeunes soldats et a donc fomenté un complot qui, bien heureusement, n'a pas pu déstabiliser la Chine, qui a pu retrouver son unité. Il existe donc bien un titre originaire sur le territoire
tibétain, un titre originaire de la Chine, qui sera confirmé par la convention signée un peu plus tard. Car il existe, et c'est quand même cela le plus intéressant du point de vue du droit actuel, l'existence d'un titre conventionnel chinois sur la région tibétaine. En effet, quand bien même, malgré toutes ces preuves, votre formation en viendrait à ne pas reconnaître ce titre historique, la Chine ayant toujours exercé sa souveraineté sur le Tibet, il lui faudrait de toute façon prendre en compte le titre conventionnel existant, puisqu'il s'agit d'un titre clair qui ne souffre d'aucune ambiguïté. La guerre de libération du peuple chinois ayant été couronnée d'une victoire décisive, la République populaire de Chine, comme vous le savez, a été proclamée en 1949 et par suite de la libération pacifique des provinces limitrophes du Tibet, le gouvernement populaire central adopta aussi le principe de libération pacifique envers le Tibet en tenant compte des faits historiques et actuels de cette région. Les représentants du gouvernement populaire central et du gouvernement local ont donc abouti le 23 mai 1951 à un accord sur les mesures concernant la libération pacifique du Tibet, en abrégé l'accord des 17 points, dont nous ne pourrons pas faire la lecture complète ici, mais on peut regarder les 3 premiers points, et notamment le premier qui est clair: le peuple tibétain s'unira pour chasser hors du Tibet les forces d'agression impérialistes. Le Tibet reviendra à la grande famille de la patrie, la République populaire de Chine. Le point 3, donc engager par exemple l'État à assurer une autonomie qui a en effet été mise en œuvre. Cet accord a bénéficié de l'approbation et du soutien du peuple multiethnique du Tibet. Du 26 au 29 septembre 1951, le gouvernement local du Tibet a convoqué une conférence à laquelle ont participé tous les fonctionnaires ecclésiastiques et laïcs et les représentants de 3 grands monastères pour discuter de l'accord. Le 26 octobre, donc de la même année, avec l'appui du peuple tibétain, l'armée populaire de libération est entrée à Lhasa. Le texte de 1951 est un texte valide qui officialise juridiquement, en plus du titre historique, le titre de souveraineté chinois sur le Tibet. On nous l'a dit, à son arrivée en exil en Inde, le 14e Dalai Lama, dans une déclaration de presse d'avril 1959, a affirmé que l'accord en 17 points avait été signé sous la pression du gouvernement chinois, déclaration qu'il a réitérée un peu plus tard en disant que cet accord avait été imposé. Alors, le gouvernement chinois choisit de prendre 1959 comme étant la date critique de ce différend, puisque c'est à partir de cette date que l'on remet véritablement en cause le titre existant. Or, cette validité, nous allons le voir, ne peut être remise en cause. À considérer, c'est la thèse que nous défendons, que le texte a été signé entre le gouvernement central et un gouvernement local. Il ne s'agirait pas d'un traité au sens de la Convention de Vienne de 1969. Cela ne ferait toutefois pas obstacle, à défaut d'appliquer le droit chinois, de considérer le droit qui y est codifié pour vérifier la validité de l'accord. D'abord parce qu'on ne peut pour autant lui nier le titre de traité au sens plus large où il s'agirait de l'expression de volonté concordante émanant de sujets de droit dotés de la capacité requise en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international, selon la définition qu'en donnent par exemple les professeurs Dupuis et Kerbrat. Et on sait que des traités, des accords signés entre un État souverain et par exemple certains mouvements politiques peuvent avoir des effets dans l'ordre juridique international. On peut penser à l'exemple de l'arbitrage d'Abillet. Ensuite, parce que, sans faire mention de ces exemples précis, la Convention précise elle-même que ces dispositions peuvent s'appliquer à d'autres accords. On peut ainsi constater que l'accord a été signé par des représentants dont le consentement était libre et que l'objet du traité n'est pas contraire aux normes impératives du droit international. Dire qu'il y a eu contrainte relève du mensonge. On sait bien qu'une telle cause de nullité ne pourrait être acceptée que de façon extrêmement restrictive.
On a d'ailleurs l'habitude, lorsqu'on parle d'une telle cause de validité, de citer le fameux exemple du Reich et de la Tchécoslovaquie. Nulle preuve n'est ici apportée à part des déclarations qui arrivent bien tard et qui ne peuvent en aucun cas suffire en elles-mêmes à remettre en cause la validité de l'accord. On nous a parlé d'un contexte de conflit qui, lui non plus, ne peut pas seul remettre en cause la validité de l'accord, sauf à considérer que tous les traités de paix sont invalides. Le titre conventionnel sur le Tibet existe donc bien, et il a été renforcé par des manifestations effectives de souveraineté, puisque depuis lors, l'administration de la province du Tibet par les autorités centrales chinoises n'a jamais cessé. Elle est d'ailleurs explicitement reconnue par la formulation de la seconde question posée à votre tribunal. Et avant la réforme démocratique de 1959, ne nous trompons pas, le Tibet avait été pendant longtemps une société basée sur le servage féodal, caractérisée par l'union du gouvernement et de la religion et par la dictature des bonzes et des aristocrates. Le servage au Tibet était un régime beaucoup plus obscur que celui qui a pu prévaloir au Moyen-Âge en Europe. Les propriétaires de serfs représentaient moins de 5% de la population au Tibet, mais possédaient la totalité des terres, des prairies, des forêts, des montagnes, des rivières et aussi le gros du cheptel. Les serfs, quant à eux, représentaient plus de 90% de la population de l'ancien Tibet. Ils étaient dépourvus de terre, de liberté individuelle. Ils vivaient dans le manoir de leur seigneur auquel ils étaient attachés. Les propriétaires pouvaient en disposer à leur guise en les vendant, en les achetant, en les transférant, en les cédant en cadeau pour s'en servir, pour payer des dettes ou encore les échanger. En 1951, l'accord des 17 points a donc assuré la libération pacifique du Tibet. Et après la répression de la rébellion de 1959, le gouvernement central, conformément à la volonté de son peuple, a procédé à la réforme démocratique au Tibet et mis fin à ce régime particulièrement terrible de servage féodal. C'est ainsi qu'1 million de serfs et d'esclaves ont pu être émancipés, qu'ils n'étaient alors plus considérés comme la propriété privée des propriétaires de serfs et qu'ils ont obtenu le droit à la liberté personnelle. Il s'agit là d'un tournant historique et d'un événement majeur dans l'histoire de la Chine et du Tibet. Les terres que les propriétaires de serfs ayant participé à la rébellion possédaient ont été réparties entre les serfs et les esclaves sans terre. Et par l'application des lois et règlements du gouvernement central, la Chine n'a cessé de manifester sa souveraineté sur cette terre dans le but de promouvoir le développement de la région. Et celui-ci a été spectaculaire. L'application de l'accord en 17 points a permis de voir émerger la notion de liberté individuelle, de garantir les droits politiques des Tibétains, de garantir le développement économique de la région, assurer la liberté de croyances religieuses, le développement de l'enseignement et de la culture, le développement des services médicaux, la protection de l'environnement ainsi qu'une assistance spéciale. Bien loin donc des images stéréotypées que l'on pourrait avoir, qui pourraient être véhiculées par les puissances occidentales. Puisqu'il existe un titre très clair, un titre de la Chine sur le territoire tibétain, les tentatives de déstabilisation du territoire chinois, et elles sont malheureusement nombreuses, constituent de très graves violations du droit international. Les tentatives sont nombreuses, je vous l'ai dit, elles sont intolérables. Alors que le Tibet relève clairement de la souveraineté chinoise, des volontés sécessionnistes, en partie bien malheureusement orchestrées par les puissances étrangères, constituent des menaces graves pour l'intégrité territoriale de la Chine et violent à la fois le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État.
Faut-il rappeler ici le caractère fondamental de ces principes, caractère fondamental de la non-intervention, du respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États qui appartiennent au droit coutumier au terme de l'arrêt de la Cour, le célèbre arrêt activité militaire et paramilitaire au Nicaragua. L'interdiction de méconnaître l'intégrité territoriale d'un État vient bien au-delà de l'interdiction du recours à la force posée par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Selon les termes de la résolution 2625 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 24 octobre 1970, qui porte la fameuse déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales, et je m'arrête là, le titre est long, et qui dispose que toute tentative visant à rompre partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un État ou d'un pays ou à porter atteinte à son indépendance politique est incompatible avec les buts et principes de la Charte. Chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force. La disposition dispose en outre que les États doivent s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un État, ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre État. Ces dispositions revêtent un caractère déclaratoire du droit international coutumier au terme de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 19 décembre 2005, activité armée sur le territoire du Congo, RDC contre Ouganda. Ces différents aspects des principes de non-intervention et de non-ingérence, n'impliquant pas forcément le recours à la force, mais employant aussi d'autres moyens destinés à déstabiliser un gouvernement, avaient par ailleurs déjà été affirmés dans la déclaration portée par la résolution 2131 de l'Assemblée générale des Nations unies du 21 décembre 1965. Donc vous avez la référence complète sur la diapositive. On nous a parlé du droit à l'autodétermination des peuples. Le droit à l'autodétermination des peuples ne s'applique pas en l'espèce au cas tibétain. Il ne s'applique pas pourquoi? Il ne s'applique pas parce qu'il n'existe pas de droit à la sécession, hormis pour les peuples soumis à la domination coloniale. Et comme les membres du tribunal l'ont fait remarquer, le Tibet ne figure pas sur la liste de l'ONU des territoires sous une telle domination. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, affirmé dans l'article 1er, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États annexés à la résolution 2625 de 70, que j'ai déjà citée, s'est traduit par un droit, je cite, à l'indépendance au bénéfice des peuples, des territoires non autonomes et de ceux qui étaient soumis à une subrogation, à la domination ou à l'exploitation étrangère, mais qui ne saurait s'étendre à un droit à la sécession plus général. C'est ce qu'a rappelé la Cour internationale de justice dans son avis du 22 juillet 2010, conformité au droit international de la déclaration relative à l'indépendance du Kosovo. On nous a également présenté à l'appui de cette demande, de la demande du Tibet, différentes résolutions votées par l'Assemblée générale des Nations unies et on nous a également fait mention de certains rapports de la Commission internationale des juristes. J'aurai plus le temps en duplique de revenir sur ces points, mais je peux d'ores et déjà mentionner que la portée juridique des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, qui peut de toute façon être discutée, est ici grandement limitée par l'objet de ces résolutions et par les procédures de vote qui ont amené à leur publication. J'y reviendrai plus tard. De ce fait, le Dalai Lama
comme le proclame depuis longtemps la Chine, est un séparatiste qui a fui en exil pour mener une lutte armée, certes de l'extérieur, et fomenter des actes de terrorisme. Et il y a déjà longtemps que la Chine demande à ce que toute idée d'indépendance soit abandonnée et à ce qu'il puisse reconnaître publiquement que le Tibet est une partie inaliénable de la Chine. Enfin, concernant la protection des droits de l'homme et des minorités ethniques au Tibet, la Chine a établi, je profite des 5 minutes supplémentaires qui m'ont été accordées, sur les plans constitutionnels, juridiques et institutionnels, un principe selon lequel toutes ces ethnies sont égales et qu'elles cogèrent les affaires de l'État. Parallèlement, elle respecte les différences entre les communautés ethniques et leurs caractéristiques en garantissant les droits égaux des ethnies minoritaires dans les domaines politiques, économiques, culturels, mais aussi linguistiques, ainsi que des us et coutumes et de la croyance religieuse. Les droits politiques des ethnies minoritaires sont garantis, sont mis en œuvre. Le système d'autonomie régionale de ces minorités est appliqué dans les régions à forte concentration en minorités ethniques, qui jouissent d'une très large autonomie, y compris le droit d'appliquer les dispositions juridiques de l'État en les adaptant à leurs circonstances, et important aussi, le droit d'utiliser leur propre langue et écriture. La loi protège l'apprentissage, l'utilisation et le développement de la langue et de l'écriture tibétaine. Un chiffre pour illustrer mon propos, je pourrais en décliner de nombreux. L'État a investi 1,45 milliard de yuan pour entretenir et protéger les monuments historiques du Tibet, notamment le fameux monastère du Potala que j'ai cité auparavant. Les techniques traditionnelles tibétaines, les beaux-arts populaires, le théâtre tibétain et 73 autres biens culturels ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel au niveau national. 53 personnes ont été sélectionnées comme représentantes du patrimoine culturel immatériel, elles aussi au niveau national. Certains monuments sont également sur la liste du patrimoine mondial de l'ONU, comme le fameux monastère de Potala. Par conséquent, s'appliquent à la minorité tibétaine au sein de la province du Tibet les dispositions générales relatives aux minorités, des accords auxquels la Chine est partie. On nous a déjà cité nombre de ces documents, comme les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les minorités du Tibet bénéficient des mêmes droits que tous les citoyens chinois et se voient aussi garantir des droits particuliers par les dispositions spécifiques constitutionnelles, législatives et réglementaires dont j'ai parlé auparavant. Par conséquent, au vu de ce qui vient d'être énoncé et développé, la Chine a pris la cour de dire et juger que la souveraineté sur le Tibet appartient à la République populaire de Chine et que les actions visant à encourager la sécession du Tibet constituent des tentatives graves d'ingérence et de violation de l'intégrité territoriale de la Chine qui sont contraires au droit international. Je vous remercie. Merci Madame le Conseil. Nous allons passer à la séance de questions et je vais passer la parole à Monsieur l'arbitre Nardin. Merci Madame la Présidente, merci aussi pour votre intervention. Donc ma question concerne notamment les effectivités exercées historiquement par la Chine sur le territoire du Tibet. Vous avez à plusieurs fois mentionné des formes d'actes administratifs, législatifs et d'exercice de la juridiction de la Chine sur le territoire tibétain, et qui sont d'ailleurs contenus dans des extraits du livre blanc que je citerai en partie dans ma question. Par exemple, the country is governed on the feudal system, and the fact that powerful lamas controlled everything in Tibet, and the Buddha himself couldn't do anything without the support of the lamas. Ils imposaient aussi des corvées, des taxes, rents for land, si on se concerne les actes administratifs. En ce qui concerne les actes législatifs, dans le livre blanc aussi, il y a écrit the 13 Article Code and 16 Article Code, which were enforced for several hundred years in all Tibet. Et en ce qui concerne l'exercice de la juridiction,
people are divided into different classes and ranks, and the value of life correspondingly differ, et même donc les punitions par rapport aux crimes accomplis. Donc tous ces passages pour introduire ma question. Est-ce que cela ne signifie pas toutes ces formes d'auto-administration tibétaine, plutôt un manque d'effectivité de la part de la Chine sur le territoire tibétain du point de vue historique? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que vous êtes en train de me demander si les... si vous me demandez d'apporter des manifestations effectives de souveraineté en plus de celles qui ont été énoncées, ou c'est la nature de celles qui ont été, c'est un exemple? Oui, dans le sens que vous avez cité à plusieurs fois, non pas pour appuyer l'argument de la souveraineté de la Chine, mais vous avez contesté, vous avez fait un portrait, nous pouvons dire, de la société tibétaine comme un système féodal, une société qui s'administrait selon des lois très anciennes qui s'appliquaient dans tous les pays. Donc, dans quelle mesure cette forme d'auto-gouvernance par le Tibet ne montrerait pas plutôt que le Tibet s'administrait par lui-même plutôt qu'être sous l'administration de la Chine? Alors, je vais vous répondre. Excusez-moi, nous allons recueillir toutes les questions et vous répondrez par la suite. Je passe la parole à Madame l'arbitre Mako. Merci Madame la Présidente, merci pour votre intervention. Je voudrais revenir sur votre historique et notamment sur la déclaration du Dalai Lama de 1912, car vous ne l'avez pas trop évoqué. Or, le Tibet considère cette déclaration comme une déclaration d'indépendance. Donc, nous voudrions savoir quelle valeur vous accordez à cette déclaration, au regard notamment de la date critique. Et ne peut-on pas considérer qu'à partir de cette date, il y a une forme de manifestation de la compétence souveraine du Tibet? Je passe la parole à Madame l'arbitre Roumaniou. Merci Madame la Présidente, merci pour votre intervention. Nous souhaiterions des éclaircissements sur la notion de suzeraineté et de souveraineté. En effet, concernant les différents accords, notamment celui de Simla, il est toujours fait référence à la suzeraineté et non à la souveraineté de la Chine. La question est donc, n'y a-t-il pas une différence essentielle ou considérez-vous la suzeraineté comme une manifestation de la souveraineté? Je vous remercie. La parole est à Madame l'arbitre Griot. Merci Madame la Présidente. Nous aimerions revenir sur le rôle de l'Assemblée Générale des Nations Unies. À l'examen de la pratique, ne pourrait-on pas considérer que l'Assemblée Générale des Nations Unies peut être considérée comme l'un des principaux organes institutionnels mettant en œuvre le droit à l'autodétermination? Et en ce sens, quelle valeur accordez-vous à la résolution 1723-15 de 1961 qui reconnaît le peuple tibétain comme disposant d'un droit à l'autodétermination? Merci. Je passe la parole à Monsieur l'arbitre Maï. Merci Madame la Présidente, merci de votre intervention très intéressante. Je voudrais vous poser une question relative à la protection des droits de l'homme et des minorités ethniques au Tibet. Vous avez soutenu que le droit international en matière des droits de l'homme et des minorités ethniques et des autochtones est vraiment appliqué au Tibet à travers des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires précises. Je voudrais savoir si dans le cas, le tribunal considère que le Tibétain est reconnu comme un peuple autochtone, dont il jouit des droits reconnus dans la Déclaration des Nations Unies des droits des autochtones. Est-ce que vous pourriez nous démontrer vraiment que la Chine a vraiment reconnu et respecté suffisamment les droits des Tibétains en tant que des peuples autochtones au sein de la Déclaration des Nations Unies des droits des autochtones? Merci. C'est tout. Vous avez la parole, Madame le Conseil. Bien, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. D'abord, en ce qui concerne les effectivités sur le Tibet. Alors, les questions sont nombreuses, donc je vais essayer de bien me rappeler de la question. Vous me demandiez si c'était une forme, si la nature des effectivités que
sur la nature du régime qui prévalait en Tibet pourrait montrer que c'est finalement le Tibet qui s'auto-administrait. Alors, je vous répondrai que cela n'est pas une preuve, en ce qu'il est normal que les manifestations effectives de souveraineté d'un gouvernement central ne soient pas identiques au XXIe siècle qu'au XVIe siècle. Évidemment, l'influence d'un gouvernement central sur des régions, sur un territoire en plus particulièrement étendu comme celui de la Chine, ne peuvent pas avoir la même intensité. Et je voudrais aussi rappeler que pendant plusieurs dizaines d'années, le Tibet était occupé par des forces étrangères qui essayaient de déstabiliser la Chine et qui n'ont absolument pas contribué au développement du Tibet. Donc c'est pas le Tibet le Tibet a certes changé la nature de son régime, mais c'est la Chine entière qui a marché vers le développement. Ensuite, concernant la déclaration du Dalai Lama, la déclaration de 1912 se fait là encore dans le contexte d'une occupation étrangère et elle est la déclaration d'une personne qui n'est pas officiellement reconnue comme légitime à porter les aspirations de toute une population et qui ne peut en aucun cas constituer une déclaration d'indépendance et avoir en tout cas des effets juridiques dans l'ordre international. Je montrerai d'ailleurs que peut-être plus en duplique, j'aurai un peu plus de temps, que les accords qui ont été signalés constituent un nombre d'États limité et que ces États à l'heure actuelle, ne reconnaissent aucunement l'existence d'un Tibet indépendant. Ensuite, concernant la différence entre suzeraineté et souveraineté, je vous renverrai une question en vous demandant si les manifestations effectives d'un gouvernement, par exemple du gouvernement français ou belge, sont identiques à l'heure actuelle qu'il y a plusieurs siècles. Évidemment, elles ne le sont pas. Et la question de la suzeraineté peut être évoquée dans le cadre des fameuses relations qu'on nous a présentées comme étant des relations de protection entre la Chine et le Tibet. Alors, on peut donner des noms exotiques pour qualifier ce type de relation, mais parler de protectorat ne peut évidemment pas suffire à rendre compte de la réalité de ces relations qui, comme je l'ai montré, étaient bien plus poussées puisqu'elles consistaient pas seulement à obliger à payer des tributs, mais à développer le territoire en construisant, en créant des organes administratifs, en permettant de façon institutionnalisée et concrète au gouvernement central d'exercer sa souveraineté sur la région tibétaine. En ce qui concerne la résolution 1723 votée par l'Assemblée générale des Nations unies, la portée juridique des résolutions de l'Assemblée générale a fait l'objet de nombreuses discussions. Elle est en tout cas limitée et j'y reviendrai d'ailleurs concernant aussi les autres résolutions. Les indices principaux permettant d'apporter des éléments à un tel débat sont la matière des résolutions et la procédure. La résolution 1723 de l'Assemblée générale n'a aucunement pour vocation de reconnaître, enfin de faire une déclaration générale comme pourrait le faire une déclaration qui reconnaît un principe coutumier. Non, il s'agit d'exprimer l'opinion de certains États sur une situation donnée. Et concernant la procédure qui a été adoptée pour arriver à cette résolution du 20 décembre 1961, je voudrais rappeler qu'elle a été adoptée par une majorité de 56 votes pour, mais 11 votes contre et 29 abstentions. 29 abstentions et c'est le résultat d'une initiative d'États qui ne sont pas n'importe lesquels, qui sont l'Irlande, la Malaisie, la Thaïlande et le Salvador, ces États ayant déjà démontré par le passé, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir sur ces points, leur volonté de déstabiliser le pouvoir chinois. Elle a notamment été votée alors que l'ONU empêchait la Chine communiste de devenir membre de l'organisation et que lorsqu'elle est devenue membre, on a
aucunement cherché à remettre en cause sa souveraineté sur le Tibet. Enfin, concernant l'existence, l'application des droits de l'homme, il ne s'agit pas d'une question de peuple autochtone ou non, il s'agit d'une question de minorité et il y a des garanties à la fois textuelles et des garanties effectives. Les garanties effectives passent par les mesures concrètes qui sont prises. J'ai cité les sommes d'argent qui étaient attribuées. Je pourrais faire une liste des comptes qui concernent ces mesures. Et en ce qui concerne les garanties textuelles, quelle meilleure protection que celle de la Constitution, puisque je ne sais pas si je peux ici revenir sur les diapositives. Si vous me laissez une seconde, ça va peut-être un petit peu... Voilà, revenir sur... Ah, pardon, je croyais que j'avais le texte des articles de la Constitution qui étaient concernés. En tout cas, je les ai signalés. Et pour plus de précision, si je les retrouve ici, je crois que j'ai déjà répondu à votre question. Voilà, je peux citer quelques exemples. L'article 119, par exemple, de la Constitution, les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale administrent de façon indépendante dans leurs régions respectives, ce n'est pas seulement le Tibet, l'éducation, les sciences, la culture, la santé publique et les sports, protègent et mettent en valeur le patrimoine culturel des minorités nationales, développent et font prospérer leur culture. Quelle meilleure protection qu'une protection constitutionnelle ? Je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie.